sprinter de l'équipe Cofidis et vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2008. Samuel Dumoulin sera présent avec nous en fin d'émission. On reviendra sur ses performances passées et à venir. On le sollicitera également son point de vue sur les dernières actus vélo. N'oubliez pas aussi, chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions à notre invité ainsi que participer au débat sur nos deux plateformes, le chat d'RTSradio.fr et notre page Facebook Radio Bar des Sports. Les questions et remarques les plus pertinentes seront passées à l'antenne. Messieurs, c'est parti, on commence. Le patron offre son cocktail d'actu. C'est le flash de la semaine avec Nicolas Mangeard. Et on commence, cyclisme, Contador prend 2 ans. Et oui, le coureur espagnol a été suspendu cette semaine à 2 ans de suspension pour contrôle positif au Clan-Butérol sur le Tour de France 2010. Déjà éloigné de la compétition depuis quelques temps, il pourra reprendre le cyclisme professionnel dès le 5 août prochain. Il est destitué de son titre sur la Grande Boucle en 2010 et sur le Giro en 2011. Ciprelli dans la tourmente. Patrice Ciprelli, le mari de Gianni Longo, a admis avoir acheté de l'EPO à des fins personnelles. Il a été mis en examen. L'étau se resserre désormais autour de l'athlète la plus titrée de l'histoire du sport français. En football, l'Angleterre n'a plus de sélectionneur. Fabio Capello a démissionné cette semaine de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, une décision qui fait suite à la perte du capitanat de John Terry, destitué par la fédération anglaise. À 4 mois de l'Euro, le navire anglais est bien mal embarqué sans son maître à bord. En Coupe de France, on connaît une partie des quarts de finale. Lyon s'est défait après prolongation des Girondins de Bordeaux et atteint les quarts de finale. Ça passe aussi pour Rennes, Montpellier et Valenciennes qui ont respectivement dominé Évian, Châteauroux et Lille. Ajaccio, GFCO, pensionnaire de National, s'est défait du Petit Poucet, Drancy et accède aussi aux quarts de finale. 3 huitièmes ont été reportés et se joueront les 15 et 21 février prochains. Bourg-Péronas, Marseille, Dijon, Paris et Quevilly-Orléans. Espagne, 2 ténors en finale de Coupe du Roi. Et oui, la finale de Coupe du Roi en Espagne verra une affiche passionnante entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Ces deux clubs sont les deux plus titrés de l'histoire de la compétition, avec respectivement 24 et 25 titres chacun. Mais en championnat, Barcelone n'y est plus. Et oui, Barcelone a vécu un samedi compliqué. Défait à Osasuna 3-2, les Catalans voient le titre s'éloigner de plus en plus. En cas de victoire face à Levante ce soir, le Real de Ronaldo comptera 10 points d'avance sur son rival, autrement dit le vide sidéral. Finale de la CAN ce soir, les éléphants enfin sacrés. Et oui, une opposition inédite ce soir entre les favoris ivoiriens et la surprise Zambie emmenée par son excellent sélectionneur Hervé Renard. Dans le match pour la 3e place, le Mali a dominé le Ghana 2-0, qui repart donc bretouille de cette CAN. En Angleterre, Titi corrige les stats avant son départ. Thierry Henry a soigné son départ pour son dernier match avec Arsenal de Première Ligue. Il a offert la victoire à son équipe au bout du temps additionnel face à Sunderland. Les Papis font de la résistance, pourrait-on dire, outre-Manche, puisque Ryan Giggs a de son côté prolongé son contrat d'1 année supplémentaire avec United. En rugby, Berbizier dans la tourmente. Et oui, 37 des 40 joueurs du Racing Métro 92 ont sollicité une rencontre avec leur président Shaki Lorenzetti cette semaine. L'objectif, évoquer l'éviction de Pierre Berbizier, dont les méthodes déplaisent au groupe parisien. Lorenzetti n'a pas donné suite à cette demande. 6 nations, même en jouant mal, les Anglais s'imposent en Italie. Les Anglais se sont imposés dans la douleur hier face à une très bonne équipe italienne 19-15. L'équipe de Jacques Brunel peut nourrir de vrais regrets tant les Anglais semblaient prenables. De son côté, le Pays de Galles vient de s'imposer face à l'Écosse 27-13. Quant à la France, on en reparlera plus tard. En ski, ça glisse pour les skieuses françaises. Oui Mathieu, un magnifique week-end pour le ski tricolore. Tessa Worley s'est imposée dans le géant de Soldeu et signe sa 2e victoire d'affilée après son succès à Kranjska Gora fin janvier. Elle prend surtout les commandes du classement de la spécialité. De son côté, Nastasia Noins a signé une excellente 4e place dans le slalom de Soldeu et confirme son retour au premier plan. Et les hommes ne sont pas en reste. Adrien Théo a signé lui une belle 3e place sur la descente olympique de Sochi à seulement 59 centièmes du Suisse Beat Feuz. La grosse surprise du week-end est venue de Thomas Mermillot, blondin, qui termine 3e du super combiné de Sochi, venant ainsi compléter la belle moisson tricolore. Adrien Théo a malheureusement lui enfourché une porte après avoir fait le 2e temps de la première manche. On a beaucoup critiqué le manque de résultats de nos Français ici même la semaine dernière, il faut croire qu'ils nous ont entendus. En biathlon, Martin Fourcade de retour au sommet. Oui, Martin Fourcade s'est imposé hier lors du sprint de Kontiolahti et termine second de la poursuite aujourd'hui derrière Björndalen. Vendredi, c'était le relais mix qui s'était imposé devant l'Ukraine et la Slovaquie. Et enfin, NBA, Parker, la tête dans les étoiles. Tony Parker, All-Star Game pour la 4e fois de sa carrière, c'est fait. Les coachs de l'Ouest ont décidé de le sélectionner dans une conférence qui se retrouve désormais avec 4 meneurs All-Star. Mais on y reviendra dans la partie basket.
Merci Nico pour ce flash actu. Je vais tout de suite vous solliciter, messieurs, votre actu de la semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué? On commence par Maxime. Moi, c'est plutôt le ski. Tu vois, ce qui m'a frappé, c'est que la semaine dernière, on les avait bien critiqués, et puis il a fallu qu'on leur dise pour que les filles et les garçons du ski français se reprennent. Donc ça fait très plaisir à voir. Et ben, pour moi, clairement, c'est en biathlon et le retour du roi Björn. À 38 ans, on l'avait déjà tous enterré, mais le Sepsu, le champion olympique, a retrouvé des couleurs ce week-end en terminant 4ème hier au sprint. Mais il a gagné aujourd'hui la poursuite devant Martin Fourcade et Svensson. C'est de bon augure en vue des championnats du monde prévus dans 2 semaines à Hochfilzen, non, c'est à Ruhpolding, pardon, en Allemagne. Et toi, Nico, au milieu de toute cette actu? Moi, comme Maxime, le ski alpin, c'est vrai qu'on s'est bien lâché la semaine dernière là-dessus, à critiquer le manque de résultats. Et là, vraiment, un beau week-end et on espère que ça en appelle d'autres pour le ski français. Eh bien, pour moi, ce sera sans doute la bêtise humaine et on va y passer tout de suite. On ouvre le débat avec le rugby. C'est la chronique de Maxime Babser. La chronique de Maxime Babser. Alors, c'est un peu le premier carton rouge du jour pour la première fois dans l'histoire du tournoi Destination. Un match a été annulé à cause du froid. Le comité d'organisation du tournoi a découvert, magique, l'hiver, Maxime. Malheureusement, sur l'avis de l'arbitre qui a déclaré le terrain dangereux, nous sommes obligés de repousser le match de ce soir. Et oui, cet extrait nous est donné par BFM TV. La nouvelle est tombée hier soir à 20h54. Après avoir inspecté la pelouse gelée sur certaines parties, l'arbitre anglais de France-Irlande, Dave Pearson, a fait annuler la rencontre. Ce n'est pas lui qui a pris la décision finale, mais le comité d'organisation des 6 nations, sous les conseils de l'homme en noir. Un comité qui avait refusé dans la semaine d'avancer le match à 15h, malgré l'accord du diffuseur du match, France Télévisions. Une décision qui interroge sur la volonté de grandeur du rugby. Pour garantir une meilleure visibilité, les instances dirigeantes du championnat d'Europe ont été prêtes à sacrifier la santé des joueurs et surtout celle des spectateurs du Stade de France. Certains sont venus de loin, avec des billets de train et des réservations d'hôtel, et il n'est pas certain que tous puissent revenir pour le match de report. Un match de report qui pourrait justement se dérouler le week-end du 3 mars, ce qui obligerait la France à disputer 4 matchs consécutifs dans la compétition. Alors, messieurs, j'ai bien peur que ma question ne fasse aujourd'hui l'unanimité. Est-il bien normal de faire jouer un match à 21h en hiver ? On commence tout de suite avec toi, Nico, ton point de vue là-dessus. Moi, concrètement, je trouve que c'est une faute professionnelle de la part du comité d'organisation du tournoi Destination. Je veux dire, tous les éléments étaient là pour que le match soit joué plus tôt. Les médias étaient d'accord pour diffuser le match autrement. S'ils avaient prévenu plus tôt, ils auraient pu s'organiser avec les spectateurs au niveau du stade. Je trouve ça complètement lamentable de nous faire ça. Surtout qu'en plus, on se retrouve sur France 2 avec un épisode d'une série américaine alors qu'on s'attendait tous à regarder un match de rugby. Franchement, là, c'est vraiment lamentable ce qui s'est passé. On a tous été un petit peu désabusés, hein, Maxime. Toi, tu es venu dessus un petit peu dans ton papier, mais on sent que tu t'es retenu quand même là. Ouais, c'est le temps de te lâcher, vas-y. Parce que je pense que ça va faire du bien à tout le monde là. Oh, mais c'est complètement catastrophique de voir ça, un match annulé en hiver à cause du froid. Bon, il était prévu moins 8 degrés depuis lundi. On savait que ces températures allaient être négatives, que le terrain risquait très fortement d'être gelé. Il n'y a pas de toit sur le Stade de France. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même réfléchir, quoi. Le diffuseur, même le diffuseur propose le match à 3h, c'est qu'ils savent très bien que ça va se planter. On a vu tout de suite que sur France 2, ils avaient prévu la série américaine. Ils savaient que le report était très, 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 très possible. C'est une faute professionnelle, oui, des instances du rugby, mais au-delà de ça, je pense du comité, surtout du comité qui a voulu mieux diffuser le rugby, le tournoi destination. C'est, je pense, un très grave problème d'image. En fait, c'est un problème d'image du rugby qui veut essayer de le modifier et il est prêt à mettre en péril beaucoup de choses, notamment les spectateurs du Stade de France. C'est peut-être ça où c'est le plus honteux, c'est qu'il y a 80 000 personnes qui sont là pour voir un match et au dernier moment, à 5 minutes du match, on leur dit non, c'est même plus la peine, vous pouvez rentrer chez vous. C'est assez honteux. Oui, bah c'est exactement ça. C'est par rapport aux supporters français, mais aussi irlandais, quoi, qui doivent rentrer chez eux. Et on ne sait pas s'ils vont revenir. Apparemment, le match est reporté pendant 3 semaines, c'est ça? Je suis pas sûr, mais donc d'accord, c'est ce qui est prévu. Donc ouais, c'est une pensée en fait pour tous les supporters qui se sont déplacés, et qui, on espère, pourront revenir pour le match qui est prévu dans 3 semaines, quoi. Nicolas.
Et puis ça pose quand même un gros problème dans le sport, au-delà du rugby. Il y a eu un match là récemment de Saint-Étienne qui a été interrompu au bout de 10 minutes de jeu, justement parce que le terrain n'était pas praticable. Et on se rend compte que les gens qui décident dans tous les sports d'ailleurs, que ce soit au rugby ou ailleurs, se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment sur l'endroit où le match doit avoir lieu. Et ça pose un réel problème parce que on se rend compte que tout l'apanage médiatique qui se passe autour de ces sports-là, ça prend le devant sur la raison et le bon sens. Et c'est quand même assez grave. Ah oui, ça me fait penser à ce que disait d'ailleurs dans son intro tout à l'heure et dans le lancement Maxime, on a l'impression vraiment qu'il découvre l'hiver, quoi. On le sait, tous les ans il y a de la neige, enfin ces choses-là ça se prévoit quand un terrain est gelé, on ne sait pas à 5 minutes du coup d'envoi, c'est du grand n'importe quoi, Maxime. Oui, puis surtout, c'est du grand n'importe quoi, mais ce qui est bizarre, c'est de voir que les instances n'ont pas réfléchi à avancer le match. Du coup, ça oblige à le reporter, et on sait qu'en rugby, le problème, c'est que les matchs ne peuvent pas se jouer tous les 3 jours comme au foot. Le truc du foot, c'est qu'on peut reporter à peu près les matchs tous les 3 jours. Le calendrier peut s'adapter. En rugby, les joueurs, la condition physique est telle, les chocs sont tels qu'on ne peut pas demander aux joueurs de jouer tous les trois jours. Donc, ce qui interroge aussi, c'est de voir que les instances n'ont pas été capables de réfléchir au fait qu'ils étaient obligés de reporter de semaine en semaine et pas de jour en jour. Et donc, pour le coup, on se retrouve avec un match qui pourrait se jouer dans 3 semaines. Les Français voudraient le jouer la semaine prochaine, mais le Stade de France est déjà pris pour un match du championnat. Très franchement, ça semble incompréhensible qu'ils n'aient pas pu réfléchir avant à la possibilité que le match puisse se rejouer dans 3 semaines maintenant, quoi. Julien. Oui, moi, pour rebondir par rapport à ça, par rapport aux conditions météo, on a vu qu'il y a eu des problèmes pour le foot et le rugby. Mais par exemple, dans le vélo, on a vu que les organisateurs, ils sont capables de s'organiser pour justement adapter les étapes. Donc, ils raccourcissent tout ça, mais il n'est jamais question d'annuler des étapes ou des épreuves et tout en raison des conditions météo. On arrive à passer au-dessus de ça, quoi. Et je pense que les autres instances sportives devraient être capables de réagir comme ça. Alors il y avait d'autres matchs ce week-end dans ce tournoi à destination, notamment l'Angleterre qui a été à la peine en Italie, Maxime. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Eh ben, très très mauvais match de l'Angleterre, j'ai envie de dire, qui s'est sauvé une nouvelle fois par un essai de Hodgson sur un contre sur Massy. Donc une nouvelle fois, on a eu beaucoup de difficultés dans le jeu, dans la conquête. Les avants ont eu beaucoup de mal à conserver le ballon. Les Italiens ont été pas non plus à la fête. Il faut dire que les conditions de jeu étaient extrêmement difficiles pour les deux équipes. Pour ce qui est des Italiens, c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'ils sont beaucoup améliorés par rapport aux dernières saisons. Là, ils ont vraiment, je pense, franchi un palier dans la conservation du ballon, notamment autour des regroupements, autour des avants. Mais il reste encore un petit peu de travail, notamment disons, dans la gestion des matchs, notamment les fins de match. On voit qu'à chaque fois, les 20 dernières minutes, ils sont faibles physiquement. Et c'est là où les Anglais arrivent à accentuer, à accélérer, pour mettre les points importants, les pénalités importantes, pour se mettre à l'abri. Donc il n'y a pas un très gros écart au bout, mais il y a, disons, plus de facilité de gestion chez les Anglais. Nicolas, ton point de vue sur l'Angleterre? Bah là où l'Italie a laissé passer le match, c'est au pied, hein. Je sais pas combien de pénalités ils ont raté, au moins 3, alors que c'était des pénalités assez faciles, dont une face au poteau. La faillite du jeu au pied italien a vraiment favorisé les Anglais qui s'en sortent, mais bien, mais tellement bien dans ce match parce qu'ils ont rien montré concrètement, à part l'essai chanceux sur un contre. Bon, ça arrive, mais bon, on peut pas dire que c'est du grand rugby. Il marque son essai. Franchement, j'ai trouvé les Anglais vraiment, vraiment très mauvais. Et je m'attendais justement par rapport au match de la semaine dernière face à l'Écosse. Je me suis dit, ils vont monter en puissance. Ils vont vraiment être comme je le disais, dans l'opération reconquête par rapport à leur Coupe du Monde. Et en fait, on se rend compte que c'est une équipe qui a vraiment des problèmes très, très, très profonds et que le temps de se reconstruire, ça va vraiment être compliqué pour les Anglais, hein. Alors je vais justement te ressolliciter, Maxime. Là, l'équipe de France, match annulé pour cause de terrain impraticable. Et pourtant, on voit l'Angleterre qui va jouer en Italie dans un stade complètement enneigé. Oui, c'est ça qui est totalement bizarre. On voit que sur cette rencontre, il y a eu beaucoup, beaucoup de glissades. Le ballon blanc sur un terrain blanc, c'était magnifique à voir. On voyait quasiment pas le ballon. On voyait quasiment pas les lignes non plus, qui étaient pourtant à la peinture rouge, et c'était vraiment limite. Et à côté de ça, le match de l'équipe de France est reporté. Bon, on va se poser des questions, mais j'ai l'impression quand même que les Anglais sont beaucoup plus faciles pour jouer sur des terrains gelés ou boueux, enfin peu importe pour eux les conditions. Mais en tout cas, pour en revenir à l'Italie, ils ont eu, c'est vrai, la malchance d'avoir un essai sur un contre. Mais derrière ça, franchement, je suis assez peiné de voir qu'ils n'arrivent toujours pas à franchir physiquement le cap des 60 minutes. Ce qui, pour moi, m'interroge quand même sur leur préparation et sur leur capacité à être physiquement bon, parce qu'il y a des joueurs qui jouent dans les grands championnats anglais, français, qui jouent la Ligue Celt.
ça pose question. Et côté anglais, une nouvelle fois, toujours le même joueur qui marque les essais, c'est Hodgson. Si lui, il joue plus avec l'équipe d'Angleterre, je ne sais pas où est-ce qu'il va finir ce tournoi. Julien? Oui, moi deux choses en fait pour la gestion des fins de match, je pense que c'est une question d'expérience aussi. On voit que l'écart il se réduit entre l'Italie et les autres équipes européennes, mais donc je pense que c'est avec le temps encore ils vont arriver à mieux gérer les fins de match. Les Anglais, même s'ils ont un effectif qui s'est renouvelé, ils ont cette culture-là de la gagne et tout. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et deuxième chose aussi au niveau des buteurs, depuis Diego Dominguez, on a vu l'équipe d'Italie a beaucoup de mal à trouver justement un buteur remplaçant. On a vu Mirko Bergamasco qui s'est essayé justement à cet exercice-là, mais qui a eu un peu de mal. Et là, le buteur d'hier, c'était pareil, il y a eu beaucoup de déchets, donc je pense que ça peut expliquer aussi la défaite des Italiens hier, alors qu'ils ne le méritaient pas vraiment. On vient de le vivre aussi tout à l'heure, la victoire du Pays de Galles face à l'Écosse 27-13, et là, sans surprise, Nicolas. Oui, Ton micro, c'est mieux. Oui, sans vraiment grosse surprise, malgré un début de match assez poussif avec un gros combat des deux côtés. Côté gallois, on a quand même Alf Penny qui rate pas grand-chose, qui marque quasiment tous les points de son équipe parce qu'il a mis 2 essais aujourd'hui, donc je crois pas qu'il lui reste beaucoup de points à marquer autrement. Et puis Phillips qui est juste monstrueux, j'en parlais avec Maxime avant l'émission et qui porte vraiment le Pays de Galles sur ses épaules, et tant au niveau du jeu, au niveau de la domination, c'est vraiment le joueur clé gallois. Maxime, un mot sur ton petit favori? Ah oui, c'est mon favori absolument. C'est une équipe qui met une incroyable intensité dans ces matchs. Il y a 80 minutes de jeu tout le temps, au large, au ras. Ils font vivre le ballon tout le temps. Ils sont impressionnants. Et ceux qui m'ont aussi impressionné aujourd'hui, c'est l'Écosse. Je pensais sérieusement que le match face à l'Angleterre était, disons, une surprise, n'allait pas durer. Au contraire. Dans la lignée du match contre l'Angleterre, l'Écosse a continué à produire du jeu aussi, à répondre au combat physique qu'a imposé le Pays de Galles. C'était encore une fois un superbe match proposé par les deux équipes. Très franchement, pour aller chercher le Pays de Galles cette année, ça va être très très compliqué. Nico? Enfin, juste pour l'Écosse, ils étaient quand même menés de 20 points à 20 minutes de la fin, donc leur match était sans doute pas trop mal, mais ils ont quand même été dominés dans la plupart des secteurs de jeu aujourd'hui. Ils terminent la mi-temps à 6-6, ils ont physiquement répondu pendant tout le match, ils prennent 3 essais, c'est vrai, on va dire limpides, parce que défensivement ils n'étaient pas trop au point en début de seconde période, mais on voit que les essais sont marqués entre la 42e et 58e, donc finalement l'Écosse a eu un passage à vide d'une quinzaine de minutes, et après ils ont repris le combat, ils ont remarqué un essai derrière. Ils ont vraiment fait, je pense, un très très gros match, et eux aussi vont être très difficiles à les battre. Il faut signaler que la France se déplace 2 fois contre l'Écosse et le Pays de Galles. Ça va être très compliqué pour eux d'aller faire le grand chef cette année. Très bien, on ferme la page destination, mais pas pour autant la page rugby. Il y avait du top 14 aussi, Maxime, cette semaine. Et oui, donc on peut rappeler un petit peu les résultats. Donc 4 victoires à domicile, Clermont contre le Racing 31-13, Bayonne qui bat le Stade Français 26-20, Toulon qui explose Bordeaux-Bègles 44-7, et Montpellier qui a battu l'USAP vendredi soir 22-11. Et vendredi soir également, la seule victoire à l'extérieur s'est faite à Toulouse, qui a battu le Biarritz Olympique chez lui 20-15. Et à signaler qu'il y avait eu quand même 2 matchs reportés cette semaine. Comme par hasard, ça n'a pas été le cas de la France. Lyon-Brive et Agen-Castres, comme quoi finalement la Ligue a peut-être mieux réfléchi que le tournoi destination sur les reports. Et ce qui fait que pour revenir juste au classement, Toulouse est clairement large leader avec Clermont, large leader, Toulon qui suit bien, et puis surtout en fin de classement, Biarritz se retrouve dernier, Lyon qui n'a pas joué aussi, Bayonne remonte un peu, mais ce qui va être très difficile, ça va être l'USAP et Biarritz qui s'affrontent la semaine prochaine dans un très grand match de la peur. Aucune réaction, messieurs? Très bien, on va pas pouvoir passer à la suite. Maintenant, on passe au basket, la Pro A et la NBA, avec Nicolas Mangeard. Alors on a un petit problème technique, hop. Ça va être réglé en 2 minutes, on attend le jingle, ça va arriver. Julien y est parti. Désolé encore à tout le monde. C'est bon les gars? La chronique de Nicolas Mangeard. Bon, et bien notre deuxième émission ne sera pas encore pour cette fois parfaite, c'est pas grave, on continue quand même. Il reste 12 matchs en 3 et la lutte s'intensifie entre les différents prétendants à la première place de la saison régulière. Et cette semaine, le championnat se met en pause pour laisser place à la semaine des As, la grand-messe de mi-saison en Pro A. Nicolas. Et oui, la semaine des As, c'est un peu les playoffs de mi-saison.
Le principe, il est très simple. Les 8 meilleures équipes du championnat à la fin de la phase aller, c'est-à-dire après 15 matchs joués, s'affrontent sur 4 jours dans un format coupe. C'est l'occasion de voir des surprises et surtout beaucoup de spectacles. Alors cette année, le tirage nous a réservé 4 quarts de finale très intéressants. Le premier qui va opposer Le Mans à Orléans, ça va être l'occasion de voir à l'œuvre 2 équipes similaires avec le même nombre de points en championnat. Dans le second match, c'est le champion en titre de la semaine des As, Gravelines, qui affrontera le local de l'étape, à savoir Roanne. L'affiche paraît déséquilibrée tant Gravelines impressionne cette saison. Mais à la maison, Roanne peut tout espérer. Dans les autres matchs, Paris affrontera Chalon pour ceux qui ressemblent au choc de ce tour, les 2 équipes étant actuellement première et troisième du championnat. Et enfin, Nancy devra se mesurer à Cholet, qualifié de dernière minute sur un coup du sort énorme, puisqu'ils ont battu hier Toulon très largement de 40 points, pendant que l'Asvel était défait par Nancy de plus de 10 points. Alors pour tous les fans de basket, l'intégralité des matchs sera retransmise sur Sport+, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors messieurs, que pensez-vous d'abord de cette semaine des As, et qui vous semble favori pour cette coupe cette année? On commence avec Maxime Babser. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Écoute, moi, mon favori, très franchement, c'est Gravelines, qui me semble assez imbattable depuis quelques temps en championnat et qui, là, s'avance comme le favori. La seule difficulté, c'est qu'il va affronter Roanne. Ça pourrait peut-être finir comme Cholet, qui l'an dernier avait affronté Pau, qui était aussi à domicile et qui les avait battus. Et il faudra aussi se méfier énormément de Chalon, qui est l'équipe en forme de cette seconde moitié de championnat. Julien, toi, ton petit favori pour la semaine des As? Très brièvement, Chalon, ouais. Je sens bien Chalon, ouais. Ok, très bien. Alors, Nico. Alors Chalon qui vient de mettre 30 pions ce week-end face à Orléans s'impose comme le favori. Alors forcément ils sont premiers de la Pro A, donc c'est facile de les mettre comme favoris. Après, la semaine des As, c'est toujours un peu compliqué de pronostiquer là-dessus parce que c'est un seul match à élimination directe, donc ça veut dire que si tu passes à côté, t'as pas la chance de te refaire comme dans un système play-off traditionnel. Donc ça oblige à vraiment être présent au rendez-vous et à pas se rater. Et il y a des équipes comme ça qui peuvent espérer quelque chose. Je pense au Mans par exemple qui ce week-end a battu Gravelines à domicile avec le trio Taylor Rochester qui est un des meilleurs joueurs de Pro A, si ce n'est le meilleur, et avec Batista dans la raquette. Donc je pense que Le Mans peut espérer logiquement un bon résultat dans cette semaine des As. Après, je t'avoue que la semaine dernière, j'aurais bien mis une petite pièce sur le Paris-Levallois. Bon, la blessure de Lamont Hamilton me fait un peu repenser mes pronostics parce que Lamont Hamilton, c'est quand même du 18 points, 8 rebonds par match. Allez, je m'avance un peu, c'est le meilleur pivot de la ligue, même si Akin Akingbala est quand même très fort. Mais Nancy est en baisse de régime depuis le départ de Batum. Donc voilà, c'est très ouvert cette année et ça s'annonce vraiment très intéressant. On peut s'attarder un petit peu sur Paris-Levallois qui est fini quand même 10e l'année dernière, il me semble, en milieu de tableau. C'est un peu comme nous en Ligue 1, si on avait Lorient qui terminait champion l'année prochaine. C'est une belle surprise et c'est beau pour le renouveau du basket, Maxime. Oui, puis c'est une équipe qui s'appuie quand même sur un trio américain majeur absolument énorme qui tourne à plus de 15 points de moyenne chacun. Donc c'est vrai qu'ils ont su recruter intelligemment. Ils ont quand même gardé les bons joueurs de l'an dernier. On sentait que c'était une équipe qui quand même revient de Pro B il y a 2 saisons. Donc ils engrangent l'expérience depuis 2 saisons. Et là, ils sont vraiment en train de franchir un palier pour aller vers les playoffs. Et on peut s'attendre à ce que ça soit quand même une très grosse équipe pour les prochaines saisons. Nico? Ah puis concrètement Paris, il y a juste un truc à dire dans les 6 meilleurs marqueurs de la ligue, il y en a 3 qui sont de Paris. Eric Chatfield, Lamont Hamilton et Jawad Williams, les 3 Américains. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Ils ont un trio qui surdomine chaque match. À chaque match, c'est la même chose. C'est quasiment les seuls de leur équipe qui terminent avec plus de 10 points par match à chaque match. C'est un trio très intéressant, qui est très complémentaire. Après, il va falloir voir comment ça va se passer avec la blessure d'Hamilton, donc il va revenir d'ici une semaine. Mais très dépendant de ces 3 joueurs-là. C'est très bien quand ils sont là, mais quand ils sont pas là, on va bien voir ce que ça peut donner. Et Nancy, qui depuis 2005 est régulièrement là dans le duo final et à la tête de la proie. Pourtant, ils sont 3e cette année. Quel est ton point de vue un petit peu là-dessus, Nico, sur Nancy?
Nancy, ils ne se sont jamais remis du départ de Nicolas Batum cette saison. Ils avaient démarré en trombe avec des grosses perfs en Euroleague, avec une domination énorme sur le championnat. Batum est parti et là, ça a été un peu le trou béant parce que quand tu perds un joueur qui est ton meilleur marqueur, meilleur passeur et quasiment meilleur rebondeur, forcément, ça aide pas. Alors, il a fallu trouver un remplaçant et là, ils ont trouvé Bernard King qui commence à bien tourner. Là, le dernier match, il fait quand même 22 points, 3 passes et 3 rebonds et 4 passes, pardon. Donc, il tient la baraque. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de leader mental, on va dire. Linéan, il est un peu sur le déclin, quoi qu'on en dise. Et puis, Haking Bala a pas cette aura qu'avait Batum avec l'équipe et qui fait que Nancy peut vraiment viser quelque chose. Moi, je les vois vraiment pas aller très loin dans cette semaine des As. Et pour la saison, ça va vraiment être très compliqué aussi. Maxime. Ce qui est très compliqué dans la semaine des As, c'est que ça se joue autant sur la confiance et on va dire l'équipe, comment elle tourne, mais aussi sur le physique, parce que c'est quand même trois matchs à jouer en 4 jours, c'est quand même assez intense. Les tactiques, finalement, on n'a pas beaucoup le temps de les faire entre les matchs. Donc finalement, je trouve que ça se joue beaucoup sur la confiance, et c'est vrai que pour ça, Nancy ne s'annonce clairement pas comme le favori, parce qu'ils ont beaucoup trop perdu ces derniers temps. Ils ont perdu Nicolas Batum, certes, mais ils ont aussi, je pense, perdu de leur collectif. Ils se sont un peu étiolés, notamment avec l'Euroleague où ils ont un peu plongé par rapport aux autres équipes européennes. Donc franchement, Nancy, non, ça ne sera pas le favori. Mais on peut voir que des équipes comme Chalon ou même Le Mans, oui, qui s'annonce, qui est régulier depuis plusieurs saisons, peut toujours faire un gros truc, aller en finale, même gagner la semaine des As. Les favoris sont clairement désignés par rapport au type de compétition qui se joue surtout sur la confiance en fait. Alors justement, pour ceux qui connaissent pas trop la semaine des As, Nicolas, est-ce que ça a une répercussion particulière cette semaine sur la suite de la saison? Déjà, c'est une semaine très importante pour les 8 premiers, parce que ça permet déjà de se tester un peu par rapport aux playoffs de fin de saison, de voir un peu, de se jauger par rapport aux adversaires. Faut pas oublier que c'est un trophée, donc un trophée, on le joue pour le gagner. C'est un trophée que tu peux avoir en seulement 3 matchs. Donc c'est très court, très rapide, très, très facile à obtenir dans un sens, même si c'est très dur au niveau du rythme et au niveau de la dureté des matchs. Après, la semaine des As, je pense pas que ça va avoir une influence très importante sur la suite du championnat, parce que de toute façon, on a quand même un espèce de groupe qui se détache au classement, et on connaît déjà au moins les 5-6 premiers allées du classement qui vont terminer en fin de saison. Donc ça va surtout être une manière de se tester pardon, face aux autres et de mettre un peu la pression sur les adversaires. Joli lapsus, Nicolas, d'ailleurs, on notera. On va passer à la NBA, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça quand même. Tony Parker, All-Star Games. Tony Parker, c'est le fer de lance du basket français depuis 10 ans maintenant. 4e sélection All-Star Game après 2006, 2007 et 2009, il me semble. Tony Parker, c'est le meilleur passeur des Spurs depuis 10 jours maintenant là, qu'il a dépassé le record. C'est très bien pour le basket tricolore. Ça va nous permettre de marquer un peu les esprits avant une année olympique qui s'annonce intéressante. Parker est dans une saison absolument magistrale. Ginobili a été blessé. Il a porté les Spurs sur ses épaules, qui sont maintenant quand même 3e de la conférence, sans Manu Ginobili, avec une équipe de papis qui ont déjà limite leur canne. Je veux dire, c'est costaud. Donc Parker, vraiment grosse perf de sa part. Maxime, Tony Parker. Mais Tony Parker il est arrivé, je dirais, au bon moment, parce qu'en fait, il a vraiment cartonné au moment où la sélection des remplaçants NBA devait se faire. Je crois qu'il a été élu joueur de la semaine au moment où la sélection des entraîneurs devait se faire. Donc je dirais que c'est vraiment il a fait les meilleures performances au meilleur moment. Et c'est vrai que depuis le début de saison, avec la blessure de Ginobili et puis la vieillesse de Tim Duncan, hein, disons ce qu'il est, il a 35-36 piges, je crois, Duncan. Donc il a vraiment porté les Spurs sur lui, sur ses épaules. Il l'a très bien fait, très efficacement, donc il le mérite. Par contre, c'est vrai que ça interroge aussi sur les autres Français qui sont vraiment un ton en dessous en NBA, qui se battent soit pour être titulaires, soit pour vraiment exister dans les équipes NBA. Donc moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir s'il y aura un Français qui pourra un jour, après Parker, être dans l'All-Star Game ou être même titulaire dans un club NBA. Ta réaction, Nicolas? Concrètement, disons que le problème du All-Star Game, c'est que les titulaires qui sont élus par le public, c'est souvent les mêmes, parce que c'est des gros joueurs populaires, en général qui sont américains d'ailleurs, et qui seront toujours les mêmes. Après, c'est les coachs qui décident, et les coachs, ils ont une logique assez précise qui est la même tous les ans. C'est-à-dire que les équipes qui sont présentes dans les top 3 de chaque conférence
doivent forcément avoir un joueur. C'est ce qui s'est passé avec les Spurs cette année, c'est que c'est pas forcément que Parker était le meilleur meneur de la ligue, on l'a vu. Dans la conférence Ouest, il y a Chris Paul, Steve Nash et Russell Westbrook qui sont sélectionnés. Mais c'est vraiment une question de représentation de l'ensemble de la ligue. Et du coup, c'est vraiment ça qui a joué en la faveur de Parker. Après, si Noah avait pas fait un début de saison catastrophique, il aurait très bien pu être All-Star Game. Le deuxième pivot qui est sélectionné All-Star Game côté Est, c'est Roy Hibbert. Alors Roy Hibbert, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas non plus un joueur de folie. Et je pense que Noah a la place de sélectionner à l'Est dans les années à venir. Nicolas, la réaction d'un auditeur sur RTS, Boublehead et la sélection de Nowitzki, c'est pas une honte ça? Moi, je trouve que c'est totalement mérité. Alors, je sais, je vais m'attirer les critiques de plein de gens. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Nowitzki, c'est le MVP des finales en titre, du champion en titre. Tu peux pas ne pas mettre ce gars-là au All-Star Game. C'est une question de vieillesse, d'expérience. C'est une question que Dallas est champion l'an dernier. Il faut qu'il y ait un représentant de Dallas. Surtout que Dallas n'est pas non plus à la ramasse. Ils sont 4e de la conférence. Et d'ailleurs, Nowitzki a répondu parfaitement à sa sélection, puisque le lendemain, il apprend qu'il est sélectionné. Il plante 30 pions avec des 3 points venus de nulle part. Je pense concrètement que Nowitzki, c'est normal de l'avoir All-Star Game. Comme on a eu Shaquille O'Neal il y a 3-4 ans All-Star Game, alors il avait plus le niveau, on est d'accord. Mais c'est une manière de remercier aussi pour tout ce qui s'est passé dans la carrière de ce joueur-là. Et c'est complètement mérité pour Nowitzki malgré sa saison en demi-teinte. Maxime? Dans ce cas-là, on devrait leur donner carrément le titre NBA pour leur récompenser de leur carrière. Non mais attends, on donne pas une sélection All-Star Game pour récompenser une carrière ou pour récompenser d'un titre acquis la saison dernière. Si le joueur n'a pas fait des performances dignes, entre guillemets, d'être au All-Star Game, alors qu'il y a d'autres joueurs qui ont largement réussi, on le sélectionne pas. Enfin, je suis désolé, il y a plein de jeunes joueurs qui sont très performants et qui méritent leur place. Et Nowitzki, mais lui, il avait reconnu que Aldridge était sûrement devant lui, qu'il y avait Love, qu'il y avait Griffin. Enfin, tout le monde était devant lui. Enfin, il le reconnaissait. Et il va quand même être sélectionné. Et enfin, mais la particularité de l'Ouest, c'est que depuis que Carmelo Anthony il est parti à l'Est, au final en poste 3, à part Durant, il n'y a pas foule. Alors on a Rudy Gay qui est là, qui est bien présent, mais Memphis n'est même pas dans les 8 premiers du classement, donc c'est impensable de sélectionner un joueur qui n'est pas dans le top 8. Et faut que tu te dises que faut se mettre dans la logique des coachs. Les coachs, eux, ils ont pas la même logique que le public. Et c'est-à-dire qu'ils vont voir que Nowitzki, c'est un mec qui, même si cette saison, il tourne qu'à 16 points par match, même si cette saison, il a été blessé plusieurs fois, c'est le leader de son équipe. C'est le leader du champion en titre, charismatique dans le vestiaire, même s'il a Kidd avec lui. Et dans la logique des coachs, un mec comme ça, c'est juste indispensable. Et concrètement, même si Kevin Love et Lamarcus Aldridge et Griffin ont des meilleurs stats que Nowitzki, et ils en auront forcément. Mais Nowitzki, ça reste le MVP des finales en titre, du champion sortant en titre, avec une 4e place de conférence. Tu es obligé de sélectionner un joueur dans la tête des coachs. Que ça plaise au public ou non, tu es obligé. C'est comme ça que ça marche en NBA. Et alors Nowitzki a beau dire qu'il l'aurait peut-être pas mérité. C'est un ensemble de choses qui fait qu'il a été sélectionné. Et je trouve pas du tout choquant de voir un gars comme ça qui va avoir sa 14e sélection de suite au All-Star Game. Maxime, je te vois pas d'accord du tout là. Mais j'ai déjà donné mes arguments. Je trouve que c'est stupide quand on a un All-Star Game justement qui est censé récompenser les meilleurs joueurs, de le faire par rapport au palmarès, par rapport au charisme d'un joueur. On le fait par rapport au point, à son influence concrète sur le terrain, sur l'équipe. Des leaders, tu en as partout dans la conférence Ouest. Tu as déjà Bryant qui est dans les titulaires, qui est un leader charismatique aussi. C'est pas la peine de mettre un gars parce qu'il a été champion, parce qu'il est MVP de la dernière finale. S'il a pas fait une saison digne d'être All-Star Game, c'est pas logique concrètement de le faire. Tu dis dans la tête des entraîneurs, mais bon, les entraîneurs, je suis désolé, tu fais par rapport logiquement à une alchimie d'équipe. Mais bon, là, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup de choses d'avoir un mec comme Nowitzki, alors que tu as des jeunes qui sont pétris de talent, qui ont mérité statistiquement, je dirais, leur place. Je trouve ça un peu dommage de faire par rapport au palmarès du gars plutôt qu'au stats. Bon, de toute façon, on va pas en débattre pendant 3 heures. Oui. Mais en tous les cas, les trois ailiers forts qu'on considère comme meilleurs que Nowitzki à l'heure actuelle, même si c'est vraiment sur une saison qu'ils sont meilleurs, parce que je pense pas qu'ils soient plus clutch que lui, que sont Kevin Love, Aldridge
et Griffin sont All-Star Game. Donc voilà, s'il a été sélectionné, c'est aussi parce qu'ils sont en panne d'ailier à l'Ouest et qu'une panne d'ailier, ça entraîne forcément de rechercher un joueur ailleurs et que la sélection de Nowitzki s'imposait par rapport à ça. Donc voilà. On attend toujours notre invité, messieurs. Nico, peut-être un petit mot. Los Angeles, les Lakers qui sont sur 2 défaites d'affilée. Grosse info là qui est tombée cette semaine, Kobe Bryant aura donné son accord aux dirigeants des Lakers pour recruter Gilbert Arenas. Alors Gilbert Arenas, c'est ce très bon joueur par le passé qui s'est pointé dans le vestiaire avec des armes et qui a menacé un de ses coéquipiers, donc qui avait été exclu, suspendu, enfin tout le tralala. Donc les Lakers, j'attends de voir, vraiment j'attends de voir. Eh bien, on peut conclure ici pour le basket. On me signale que notre invité Samuel Dumoulin arrive. Retrouvez Petit tous les jingle, jours on se retrouve dans quelques instants. à 20h30 sur Radio Tolkien Sport. En tout cas, c'est plaisant d'avoir des gens qui sont... Oui, bonjour Cyril, vous m'entendez? Oui, bonsoir Samuel à l'appareil. Oui, bonsoir Dumoulin. Samuel. Samuel, pardon. J'ai confondu avec le joueur de Mon hand. homonyme, Voilà, gardien. Ouais. le gardien, qu'on a reçu aussi dans l'émission. Écoutez, on n'est pas encore en direct, hein, je rajoute un peu les personnes. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein, c'est vraiment gentil de votre part. De rien. Allez, c'est parti. Hop, on va rajouter Nico. Ouais, ça n'a rien à voir avec votre famille par hasard, Cyril. Non, mais on est issus de la même ville, mais on n'est pas de la même famille. Ah, c'est étonnant en plus de la même ville. Ouais. Bah bon, il fait 2 têtes de plus que moi, il n'y a pas de risque. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a pas le gabarit pour monter sur un vélo. Ouais. Écoutez, Nicolas, t'es là? Nicolas. Oui, je suis présent. Donc on n'est pas encore en Alors, direct, Nico. On va essayer de récupérer tout le monde. Merci Samuel en tout cas d'être avec nous ce soir. De rien. Donc vous me dites quand vous êtes prêt, hein, qu'on puisse commencer. Alors, Bah non, c'est bon. on a un petit problème technique, j'ai l'impression. C'est pas grave, alors attends, Je bouge ne pas. sais pas Attends, c'est moi qui dois les... Je gère, t'inquiète. Hop. On va y arriver. Pour l'instant, on a passé un petit générique, pas de souci. Il nous reste... Voilà, c'est fait. C'est bon, nous sommes là. Ouais. Alors c'est bon, vous êtes prêts, les gars? On peut reprendre alors. Bon, Mathieu, je mets le son dans les oreilles. Hein. De la cofitiste Samuel Dumoulin. Bonsoir Samuel. Attends, Mathieu, on n'est pas encore en direct. Ah non. T'es prêt? Alors, T'es prêt? en direct. Allez, de retour avec Mathieu et le bar des sports. Bon, rebonsoir à tous. Merci de rester avec nous pour le bar des sports. On accueille notre invité de la semaine, Samuel Dumoulin. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Eh bien, on va en profiter pour lancer notre dernière bouteille avec le cyclisme avec Julien Chenet. Et oui Mathieu, on disputait le Tour méditerranéen jusqu'à cet après-midi, une édition largement perturbée par les conditions météo. La plupart des étapes ont donc été raccourcies, ce qui n'a pas empêché le néerlandais Michael Kreder de s'imposer à 2 reprises. En tête du général ce matin, le coureur de la Garmin Barracuda n'a pu conserver son maillot de leader à l'issue de la dernière étape. La montée du Faron annulée à cause de la neige, les coureurs se sont disputés la victoire finale au sommet du col de Cor de Bellegarde. Une ascension qui a souri à l'étonnant Jonathan Tiernan-Locke qui s'impose devant Daniel Navarro et Stefano Garzelli. Le Britannique, déjà vainqueur surprise de la première étape, remporte donc le classement général du Tour méditerranéen 2012. En revanche, pas de problème de froid sur le Tour du Qatar et c'est Tom Boonen qui a su le mieux déjouer les pièges du désert et du vent qatari. Grâce à 2 victoires d'étape, le Belge s'impose au classement général pour la 4e fois de sa carrière. 2 autres coureurs se sont distingués sur le Tour du Qatar. Le premier, Mark Cavendish, qui a signé ses 2 premiers succès sous son maillot de champion du monde. Le deuxième, c'est Arnaud Démare, vainqueur de la dernière étape devant le gratin des meilleurs sprinteurs mondiaux, le champion du monde espoir, ouvre déjà son compteur chez les professionnels, provoquant même les louanges de la part de Tom Boonen lui-même, tout étonné de se voir battre par ce jeune Français de 20 ans. Alors Samuel, est-ce que cela vous a bluffé de voir Arnaud Démare gagner aussi rapidement? Votre réaction, complètement. J'avais fait sa connaissance l'année dernière au championnat du monde que j'avais disputé. Et avec l'équipe de France, on était donc dans le même hôtel, mais lui, il disputait la course espoir. Et c'est
vraiment un garçon charmant, gentil, respectueux. Mais bon, de là à aller confirmer à sa première course pro toutes les disponibilités qu'on lui prête, c'était quand même assez impressionnant. Et il a vraiment fait un sprint tout en puissance. Il n'y avait rien à redire. Donc, bravo à lui. Puis je pense qu'on va en entendre parler pour très longtemps. Et ça peut-être même devenir l'un des tout meilleurs sprinteurs français de tous les temps, à mon avis. Bien. Oui, donc pour vous, Samuel, ça symbolisait un peu le renouveau d'un cyclisme français qui retrouve des couleurs depuis quelques années. Oui, c'est vrai que depuis 3-4 ans, les Français, on revoit au devant de la scène. Il y a eu de nombreuses victoires d'étape sur le Tour de France notamment. La seconde place au Tour des Flandres l'année dernière de Sylvain Chavanel, le maillot jaune de Thomas Vauclair, et puis près de 200 victoires françaises l'année dernière, je crois, au niveau professionnel. Donc on est là, et puis là on découvre un grand sprinter en devenir avec Arnaud Demar. Et c'est peut-être un petit peu dû aussi qu'il y a de plus en plus de courses qui se terminent au sprint. Et donc, chaque nation a un petit peu ses coureurs qui se sont spécialisés dans le secteur. Mais là, c'est vrai qu'il a fait fort, et maintenant, à lui de former tout ça. Le renouveau du cyclisme français, justement, avec le Tour de France l'année dernière, et tu m'en parlais avant l'émission, Julien, plus d'engouement avec notamment autour de Vauclair l'été dernier. Oui, c'est logique, avec justement sa 4e place et sa épopée avec une dizaine de jours avec le maillot jaune. On a aussi vu donc la victoire de Pierre Rolland au sommet de l'Alpe d'Huez. C'était plus arrivé donc en montagne, un Français qui gagnait à la pédale, comme on dit, depuis Richard Virenque, il me semble, en 2000, avec l'arrivée à la descente de Morzine. Donc oui, donc il y a eu un engouement qui était vraiment fort de la part du public français. Est-ce que tu as senti vraiment qu'il était plus fort que les ans passés sur le Tour de France, justement en 2011, Samuel? Vous parlez de qui là, qui était le plus fort? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti un engouement vraiment beaucoup plus fort l'année passée sur le Tour de France? Ouais, c'est vrai que chaque année, je constate qu'il y a un peu plus de public au bord des routes. Il y a beaucoup de médiatisation qui est faite sur cet événement. Après, ce que j'ai surtout apprécié, c'est que le public a été très respectueux avec les coureurs. Quelques années auparavant, on pouvait faire des insultes par rapport à toutes les histoires qu'il y avait. Et là, au contraire, les spectateurs qui étaient très nombreux, ils nous félicitaient pour notre courage. Et ça, c'est quand même un plus par rapport aux dernières années. Alors Julien, tu voulais aussi revenir sur les objectifs à venir français, comme les championnats olympiques. Oui, bien sûr. Ouais. Donc Samuel, les championnats de France, ça se déroulera en juin à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Donc c'est un objectif important pour toi parce que c'est un circuit qui sera relativement plat. Et vu que c'est dans le Nord, c'est aussi donc le lieu de résidence de l'équipe Cofidis. Donc c'est un événement important pour toi et l'équipe Cofidis, non? Oui, tout à fait. Donc, notre sponsor a une grosse implantation régionale. Et ça se déroulait déjà dans le Nord l'année dernière, mais l'équipe n'avait pas forcément été à son avantage. Cette année, je pense qu'on a un effectif qui se prête plus à faire un résultat sur ce type de parcours. Il y aura une mobilisation encore plus importante et au niveau du staff et des coureurs pour en faire un véritable objectif. Et je pense qu'avec notamment Adrien Petit et moi dans l'équipe, normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir au moins ramener une médaille de cette course. Ok, d'accord. Et donc, et tes autres objectifs de l'année, Samuel, présente-les-nous. Ça va être des objectifs assez français, on va dire, dans le sens que la semaine prochaine, je vais me rendre à la Ruta del Sol, qui est le Tour d'Andalousie, pour préparer la première grande échéance qui est Paris-Nice. C'est une des seules grandes courses à étapes en France où j'ai pas gagné. Et donc j'aimerais bien décrocher une victoire d'étape là-bas. Et ensuite, je vais enchaîner avec le Tour de Catalogne. C'est une épreuve qui depuis 2 ans me réussit bien, où à chaque fois j'arrive à remporter au moins une étape.
Donc voilà, ça sera mes 2 premiers gros objectifs. Ensuite, je observerai une petite coupure avant de reprendre progressivement pour m'amener vers le Dauphiné libéré, où là aussi, je voudrais de nouveau regagner une étape. Et l'année dernière, je suis passé tout près, j'ai pris une seconde place. Et donc ensuite, on se dirigera vers les championnats de France et le Tour de France, en espérant une éventuelle sélection pour les Jeux Olympiques. Ok, très bien Samuel. Et sur justement le Tour de France, est-ce que Rein Taramay, pour toi, il peut espérer un jour prendre un podium sur le Tour? Tu penses qu'il a les capacités? Ouais, je pense. Rein, c'est quelqu'un de sérieux, il est encore jeune, il va être encore en lice pour le maillot blanc. L'année dernière, il a été tout près de le ramener à Paris, donc il a bouclé son premier Tour de France, ça va lui servir d'expérience. Et petit à petit, il se connaît de mieux en mieux, il arrive à bien préparer ses objectifs. Il prend la caisse, comme on dit, et dans les années futures, chez Cofidis ou pas, c'est un jeune qui peut envisager de faire un podium. Je pense qu'il a les qualités, il va bien contre la montre, c'est un bon grimpeur et il est assez régulier, il récupère bien, donc je pense qu'il a les capacités pour pouvoir le faire. Oui, un futur grand coureur d'étape à coup sûr. Et donc pour les objectifs de Cofidis en 2012, est-ce que vous ambitionnez donc d'être en World Tour pour 2013? Donc quels sont les objectifs de Cofidis pour 2012? Les objectifs, ce sera surtout avec justement Rein Taramay qui va jouer le classement général dans toutes les courses de type Paris-Nice, Tour de Catalogne, peut-être un peu moins le Dauphiné parce qu'il sera en préparation pour le Tour de France, mais après il va jouer gros sur le Tour de France. Après, de mon côté, moi, ça serait d'essayer de récolter un maximum de succès. Et puis, en fin de saison, il y aura le Tour d'Espagne avec David Moncoutier qui a, ces 4 dernières années, ramené le maillot de meilleur grimpeur et en même temps gagné une étape. Donc, ça nous permet d'avoir 2 grands tours sur lesquels on veut briller. Et bon, après, pour accéder au World Tour, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, notamment la continuité du sponsor, qu'est-ce qui nous accordera comme budget, et puis aussi ça amènera un recrutement. Mais bon, il y a un système de points assez complexe et il faut des coureurs qui ramènent des points pour être bien classés pour pouvoir prétendre à une licence World Tour. Donc pourquoi pas, on n'en est pas loin, on était tout près de pouvoir postuler cette année, donc avec une petite rallonge des moyens et une bonne saison et un recrutement adéquat, on devrait pouvoir réintégrer le World Tour l'an prochain. Très bien, pour finir, messieurs, on va se lâcher un peu. Avec un bon coup de gueule, on va rester dans le vélo. Il est temps de taper du poing sur le comptoir, c'est l'heure du carton rouge de Maxime Baxter. Carton rouge de la semaine. Le cyclisme redécouvre le dopage. C'est en tout cas l'impression que l'on a cette semaine. 3 affaires du genre ont reconnu leur conclusion ou un nouveau rebondissement. Alberto Contador et Jan Ullrich ont été condamnés à 2 ans de suspension pour dopage, ou plutôt suspicion de dopage. Et c'est bien là le problème de ces affaires. Des enquêtes qui s'étalent sur des années pour des condamnations qui ne règlent rien. En effet, le TAS a condamné le coureur espagnol Contador parce qu'il n'avait aucune preuve de son innocence. Mais pour autant, le tribunal n'est pas sûr de sa culpabilité. Ce cas de figure n'est pas le même pour Patrice Ciprilli. Le mari de Gianni Longo est suspecté d'avoir acheté de l'EPO à des fins personnelles. Les enquêteurs ont reconnu dans cette affaire 2 achats effectués entre 2010 et 2011. Une procédure longue qui jette le trouble sur la carrière de Gianni Longo qui réfléchirait, selon son avocat, à arrêter sa carrière. Finir de cette manière serait bien regrettable pour cette grande dame du sport. Mais ce qui est le plus troublant, c'est de voir que ces longues affaires font du cyclisme la victime idéale du dopage dans le sport. Ne faudrait-il pas de fait envisager des suspensions automatiques en cas de dopage, plutôt que d'en arriver à ces condamnations quasiment inutiles? Alors, votre point de vue, Samuel Dumoulin, sur cette affaire Contador? Ça a été une longue affaire, hein. Ça fait quand même pratiquement 1 an et demi qu'on attend le verdict. Bon, maintenant qu'il a été rendu, je pense avec toutes les expertises, les contre-expertises qui ont été menées, bon, il s'est avéré qu'il y a une faute de la part de Contador. Après, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils lui ont infligé une demi-suspension parce que, dans les faits, il lui inflige 2 ans.
Mais bon, il va passer que 6 mois sans courir. Il va sûrement revenir au Tour d'Espagne et il aura grande chance de l'emporter. Mais bon, après, il lui retire ses victoires. Mais bon, ça, c'est un peu anecdotique. Il a influencé sur toutes ses courses avec son équipe. Mais bon, lui enlever de son palmarès, à part le fait que ça va peut-être poser des problèmes à son équipe, pour les coureurs qui ont disputé toutes ces courses, maintenant, c'est entériné. Les résultats, même s'il sera retiré, ça ne refera pas la course. Donc, dans la logique, je pense qu'il aurait dû avoir 2 années effectives de suspension à partir de la date où il a été sanctionné et non pas ça va se passer seulement 6 mois. Alors, on a eu la chance cette semaine d'avoir un petit peu les réactions de Pierre Ménez et notamment sur le dopage dans le cyclisme. On écoute la partie de la réaction justement sur cette affaire Contador. Moi, je pense que je suis comme des picots. Les Espagnols, que les autres. Il n'y a pas de contrôle. Alors, j'ai un petit problème de retour dans le casque. Je ne sais pas si on a pu entendre la réaction de Pierre Ménez, Samuel. J'ai pas du tout entendu ce qu'il a dit, donc je suis désolé. Alors d'accord, on a eu un petit problème de son. En clair, Pierre Ménez déclare que les cyclistes sont chargés comme des bourricots. Ouais, bon, ça c'est le truc classique, tirer sur le vélo comme ça. Je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Le vélo, c'est un sport qui a pris conscience qu'il y avait des problèmes, mais en même temps, on s'est pas voilé la face. On a fait le ménage, on n'a pas hésité à sanctionner des très grands coureurs, même des coureurs qui avaient gagné la plus grande épreuve du monde, le Tour de France. Je pense qu'il y a beaucoup de sports qui pourraient s'en inspirer et qui n'osent pas le faire. J'ai pas mal retiré à une équipe la victoire à la Coupe du Monde de football. Donc je pense qu'il faut respecter le sport cycliste. Il y a, pour moi, pratiquement tous les coureurs sont propres. Je peux pas affirmer qu'il n'y ait pas des brebis galeuses, mais tous les coureurs font leur métier vraiment proprement et leur crédibilité ne peut pas être mise en jeu. On est soumis à des contraintes vraiment très rigoureuses au niveau des contrôles, des localisations. Après, il y a toujours quelques-uns qui arrivent à passer au travers, mais on n'hésite pas quand même à sanctionner, et, au contraire de beaucoup d'autres sports qui cachent ces problèmes avec l'aide de leur fédération. Et bon, nous, le cyclisme, on ose en parler, on veut justement que le sport soit propre. Et bon, après, c'est sûr que ça ne nous donne pas forcément une bonne image, mais on affronte le problème et on n'essaye pas justement de le contourner. Donc, c'est justement un sport qu'on doit respecter pour ça, et il n'y a pas de coup frérot, on va dire. Julien, ta réaction sur ces déclarations? Oui, ma réaction, c'est que oui, le cyclisme, c'est pour moi l'un des sports les plus propres, car l'un des plus contrôlés. Si on se souvient l'affaire Puerto en 2007, où donc il y avait notamment pas mal de cyclistes et tout qui seraient impliqués dans l'affaire, dont notamment Alberto Contador, et il y a Ulrich qui a été suspendu juste après. Il y a aussi donc des sportifs espagnols, hein, un paquet de sportifs espagnols et tout qui auraient pu être concernés, mais qui finalement on n'en a pas entendu parler. Il n'y a pas eu de suite à ça, donc il y a juste les cyclistes qui ont un peu servi d'exemple dans cette histoire-là, un peu comme j'ai envie de dire d'habitude depuis une dizaine d'années, quoi. Une réaction, monsieur Maxime, tu veux dire quelque chose peut-être sur cette déclaration de Pierre Ménez? Oui. On sait que le cyclisme est l'un des sports les plus contrôlés, certes, mais beaucoup d'autres sports aussi sont très contrôlés. Le rugby, le tennis, par exemple, les joueurs ont les mêmes règles que les cyclistes. Il faut absolument avoir son agenda donné à l'agence antidopage pour savoir quand est-ce qu'ils sont disponibles pour les contrôles. Et pourtant, il y a moins de contrôles peut-être au niveau du rugby ou du tennis, par exemple. Mais ça pose la question de savoir si le cyclisme a été peut-être un avant-gardiste, parce que les affaires de dopage sont très vieilles dans le cyclisme. Elles doivent être sûrement d'avant aussi pour d'autres sports. Mais celles qu'on a découvertes en premier et celles qui font le plus parler sont le cyclisme. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été avant que les autres? Ou est-ce qu'ils ont été peut-être moins discrets que les autres? Je sais pas. C'est la question moi, que je me pose à chaque fois. Nicolas.
Moi, je voulais revenir avec Samuel sur un autre grand événement de la semaine par rapport au cyclisme, c'est l'affaire avec Gianni Longo et puis Ciprelli, son mari. Lui, qu'est-ce que vous en pensez, Samuel? Et puis, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions sur le cyclisme français qui depuis quelques temps est quand même dans une bonne dynamique, et est-ce que ça va ralentir cette dynamique? Je pense que pour le cyclisme français, non, parce que bon, déjà, ça concerne Gianni Longo, c'est une femme, donc elle est quand même rien à voir avec le système du professionnel français. Après, c'est pas pour cette affaire qu'on aura des répercussions et que ça va pouvoir nous gêner. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'image, ça va toujours nous faire du tort, surtout que Gianni Longo, c'est une des sportives préférées des Français. Elle est très médiatisée pour sa longévité et son palmarès, donc forcément c'est pas une bonne chose. Mais bon, après tout ça, il faut y prendre un petit peu avec des pincettes, parce que bon, son mari, c'est pas elle. Au niveau de ses performances, il y a vraiment aucune suspicion. Donc eux, c'était des personnages qui sont un petit peu à part, même au niveau de la fédération. Donc peut-être que son mari a agi seul, et à mon avis, elle a rien à voir là-dedans. Donc après, il faut pas faire tout un amalgame et dire voilà, les cyclistes ils sont dopés, alors que c'est loin d'être le cas. Julien. Oui, moi, ce que je trouve qui est regrettable, c'est si vraiment le mari de Gianni Longo, Patrick Ciprelli, a acheté ses produits à des usages personnels. C'est quand même un comportement assez irresponsable quand on sait qu'on vit et qu'on entraîne Gianni Longo, comme vous avez dit, Samuel Dumoulin, la sportive préférée des Français, quoi, qui a une longue carrière derrière elle, quoi. Et donc, du coup, ça laissera un gros doute sur sa carrière et tout, et savoir si elle a été dopée ou pas, même si on peut quand même penser qu'elle n'a pas utilisé ces produits-là. Et moi, je trouve que ça serait dommage qu'elle finisse sa carrière sur une chose comme ça. Enfin, elle le mérite absolument pas, je trouve. Maxime, tu veux réagir? Oui, d'abord, il y a toujours eu un doute, disons, sur la préparation de Gianni Longo, parce que c'est vrai que c'est toujours une femme qui a eu un mode de vie assez spécial par rapport aux autres sportifs. Elle met en avant toujours un rythme de vie bio, elle s'entraîne souvent seule par rapport aux autres françaises. Elle a toujours fait un rythme spécial par rapport aux autres cyclistes françaises. Et c'est vrai que ça peut mettre un peu des doutes par rapport à sa préparation, par rapport à sa carrière, mais c'est vrai que ce serait vraiment dommage par rapport à tout son palmarès de se voir s'arrêter d'avoir juste avant les Jeux Olympiques, ce qui peut être son dernier défi peut-être dans sa carrière, et puis par rapport aussi jeter le trou par rapport à tous ses titres acquis. Elle a quand même une cinquantaine de titres de championne de France, c'est un truc énorme dans le sport, ça s'est jamais vu, quoi. Et cette affaire pourrait vraiment jeter le trou sur tout, quoi. Donc ça serait assez vraisemblable qu'elle ait pu faire ça. Eh bien, on va finir là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi le Bar des Sports. On vous invite à venir trinquer sur nos deux plateformes internet, bardesports.fr et RTS Radio. Samuel Dumoulin, avant de partir, la nouvelle tradition de l'émission, on a besoin de vous pour promouvoir un petit peu le Bar des Sports, simplement en disant « Bonjour, c'est Samuel Dumoulin, en direct du Bar des Sports, à consommer sans modération. » Bonjour, c'est Samuel Dumoulin, en direct du Bar des Sports, à consommer sans modération. Eh bien, très bien. Merci, Samuel. Ah, Maxime. Non, c'est bon. Bon. Merci, Samuel Dumoulin, de nous avoir accompagnés et de nous avoir amené ces différents points de vue sur le vélo. Merci, Samuel. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir, Samuel. Au revoir. Ils sont bien. Ils n'ont pas envie de partir, je le sais, mais je vais maintenant dire au revoir à mes habitués. Merci, Nico. Merci Mathieu, c'était une très bonne émission, c'est passé très vite. On s'excuse encore pour les petits problèmes, mais je pense que c'était bien mieux que la semaine dernière. Donc merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Merci à toi Maxime et ce très bon coup de gueule une fois de plus. Écoute, je vais essayer de faire encore mieux la prochaine fois. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Julien pour ta belle chronique et merci Mathieu pour ta belle présentation. Et on remercie également notre spécialiste Julien Chenet qui était là cette fois-ci et à une prochaine mon Julien. Ouais, c'était un vrai plaisir et tout, et j'espère que je reviendrai bientôt, pas pour parler de dopage, mais plutôt des résultats sportifs. Dans un mois, il y a Paris-Nice, donc je pense que je reviendrai pour cette occasion-là, ça sera un plaisir de vous retrouver. Eh bien, il n'y aura pas de souci. Le Bar des Sports referme donc ses portes. Merci encore une fois à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Salut à tous, à la semaine prochaine, et surtout, santé!